Eh ben, on va laisser la parole tout de suite à Fabien Brisset qui va se présenter de lui-même. Et merci de ton intervention d'ores et déjà. Merci beaucoup, Eric. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, moi, je vais aller un petit peu en avance par rapport à la présentation précédente, puisque je vais présenter une solution cloud en quelque sorte, et surtout, on va dire, le traitement des vulnérabilités pour les solutions qu'on appelle les solutions UCAS. Désolé pour certains acronymes anglais, je n'ai pas réussi à tous les traduire forcément. Unified Communication as a Service dans le cloud, et surtout comment faire face à l'urgence et aux réglementations. C'est-à-dire aujourd'hui, donc on va le voir durant cette présentation, on a un ensemble de réglementations qui sont en train tout doucement d'arriver, on va dire, qui nous touchent en tant qu'experts en cybersécurité. Et donc globalement, comment on va faire pour faire face à cette problématique? Donc quelques mots, qui je suis. Donc en fait, je travaille chez Alcatel ALE International ou Alcatel Lucent Enterprise. Oui, ça existe encore. Pour ceux que, voilà. Et globalement, en fait, nous sommes la branche qui n'a pas été vendue à Nokia, et plus précisément la branche qui va travailler sur les produits de télécommunications aux entreprises. Que ce soit des, on va dire, des switches au niveau cœur de réseau, que ce soit des PABX, que ce soit des postes téléphoniques, et aussi aujourd'hui une solution cloud que je vais aborder notamment dans cette présentation pour vous expliciter, on va dire, entre guillemets, comment on aborde les vulnérabilités dans ce genre de contexte, on va dire des solutions cloud, dans lequel la disponibilité est quand même quelque chose d'essentiel, je dirais, et qui en fait est un petit peu le cœur du problème aujourd'hui quand vous œuvrez une solution cloud. Donc comment ça va s'articuler? Je vais revenir un petit peu sur la définition, on va dire, de vulnérabilité. Qu'est-ce qu'une vulnérabilité? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle vulnérabilité, le premier mot qui peut sortir, c'est CVE. Mais est-ce que c'est réellement CVE? Même si je vais beaucoup rester dans ce contexte-là. Ensuite, on va voir un petit peu l'écosystème des outils qui, en quelque sorte, sont mis à disposition à nous, experts, en tant que tels, aujourd'hui, pour après aborder les problèmes, donc notamment les problèmes, que ce soit les problèmes de disponibilité, les problèmes des solutions cloud, ou alors les problèmes de réglementation. Enfin, je vais faire un petit retour d'expérience, on va dire, sur quelques vulnérabilités qu'on a connues, qui ont marqué, on va dire, notre solution personnellement. Et enfin, je dirais, en quoi, on va dire, en quoi tout ça va permettre de faire face à l'urgence et aux réglementations. Donc tout d'abord, désolé, un petit cours d'étymologie, je trouve ça intéressant à chaque fois. Donc en fait, la vulnérabilité, c'est un dérivé de vulnérable, précisément, donc avec le suffixe IT. Et ensuite, au niveau de vulnérable, on va dire de vulnérabilis, de vulnérare, qui signifie blessé. Donc en soi, c'est quelque chose qui peut être blessé, qui peut être attaqué, qui offre prise. Et donc, dans un contexte cyber, quelle est la définition d'une vulnérabilité? Ou plutôt, comment sont reportées les vulnérabilités? Bien évidemment, on va retrouver tout ce qui va être SOC, c'est-à-dire, si vous avez un centre d'opération de sécurité, les différents indicateurs, les alertes qui peuvent remonter. Ensuite, vous allez aussi avoir tout ce qu'on va appeler finalement les CVE, bien évidemment, donc les Common Vulnerability. Ensuite, on va avoir aussi tout ce qui est reporting en interne. Imaginons qu'un employé vous informe, attention, la méthode d'authentification à cet endroit ne fonctionne pas, ou j'ai pu m'authentifier en étant administrateur. Donc ça constitue aussi une vulnérabilité. Ensuite, vous allez aussi avoir les organismes de cybersécurité, donc tels que les CERT, tels qu'on les connaît, notamment le CERT-FR de l'ANSSI, mais aussi vous pouvez avoir ce qu'on appelle des donneurs d'alerte, c'est-à-dire si vous avez un canal notamment de PSIRT, au niveau on va dire, d'une équipe de sécurité de réponse à incident, sur lequel vous pouvez avoir des externes qui vont vous informer, attention, votre produit est vulnérable sur telle ou telle chose. Et ça nous est déjà arrivé. Et j'y reviendrai justement, puisque c'est un des premiers rétex. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire un statistique au fil des années. Donc là, je ne l'ai pas inventé moi-même, c'est Source, c'est Cyberwatch qui a fait notamment un graphique en relation avec la base du NVD, dans lequel on voit l'évolution, on va dire, des vulnérabilités des CVE au fil des années. Ce qui est intéressant de noter, et en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup, c'est la différence entre 2013 et 2023. On est pratiquement à un facteur multiplicateur par 5. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vulnérabilité, qu'elle soit cloud ou non, on est dans un facteur multiplicateur par 5. Ce qui veut dire que globalement, on en trouve de plus en plus. Et donc aujourd'hui, c'est un enjeu critique. Et après, je viendrai dans la présentation à expliquer en quoi c'est un enjeu encore plus critique dans le cadre des solutions cloud, plus que par rapport à un système d'information standard.
Mais donc aujourd'hui, on est face à une menace qui est de plus en plus présente. Une menace qui va aussi, on va dire, à travers ces quelques exemples, pas toucher uniquement, je dirais, un équipement. Je veux dire, on pourrait reprendre le début de l'année ou fin d'année dernière, notamment sur un certain nombre d'équipements. Alors, je ne citerai pas de nom parce que je me suis perdu dans tous les noms dont on a pu avoir les rapports d'alerte au mois de décembre et janvier. Mais aujourd'hui, par exemple, si on prend en 1988 le premier CVE qu'on appelle, entre guillemets, le verbe Maurice, cela touchait des systèmes Unix. Ensuite, une vulnérabilité peut toucher aussi un protocole. Là, on est sur Heartbleed en 2014. Alors, on a aussi WannaCry, le fameux Eternal Blue, de SMB, en 2017. Ça, je pense que ça a assez défrayé la chronique et ça a fait transpirer beaucoup d'experts en cybersécurité. Plus récemment, on a aussi eu Spectre et Meltdown. Ça veut dire qu'on peut toucher aussi aux processeurs et aux infrastructures matérielles. Ça, c'est extrêmement important de prendre en compte. Et bien évidemment, celle qu'on a, je considère la plus récente, mais il y en a encore d'autres qui ont fait couler de l'encre, Log4Shell en 2021, qui globalement, on va dire que ça a fait travailler pas mal d'équipes sécurité sur le pont, puisqu'elle est tombée, si mes souvenirs sont bons, un samedi ou un vendredi soir ou un samedi matin, comme d'habitude. C'est toujours dans ces moments-là que ça arrive. Et donc, moi, je sais que j'étais sur le pont le samedi soir, donc c'est pour ça. Mais j'ai connu des gens qui ont été sur le pont pendant à peu près une semaine afin de vraiment analyser leur parc d'actifs pour être sûr que cette vulnérabilité n'allait pas les impacter. Donc là, c'était un petit peu l'introduction. Maintenant, je veux dire, on peut dire une introduction pseudo-alarmiste, ça dépend. Je ne sais pas comment vous le prenez, mais voilà. Moi, j'ai envie d'être positif aussi, avoir une note positive. On a quand même un écosystème qui est extrêmement fourni. D'une part, un écosystème qui va commencer par des sources d'information, que ce soit les CERT, que ce soit même des sources d'information telles que GitHub, GitLab, des rapports des communautés qui vont publier sur les vulnérabilités, et aussi, bien évidemment, tout ce qui va être NVD et CVE.org. Donc, globalement, aujourd'hui, on a déjà un écosystème en termes de sources d'information. Mais ce n'est pas tout. On a aussi des systèmes de notation. Alors, on pourra en débattre lors des questions, il n'y a pas de souci. Là, encore une fois, désolé, je n'ai pas voulu refaire le diagramme puisqu'il est quand même très bien fait sur le site de first.org. Notamment, on a le système de notation CVSS 3.1. On a aussi le système, on va dire, sur lequel on a une base de métriques qui va permettre d'évaluer la vulnérabilité, précisément. Mais ce système de notation, je ne vais pas dire qu'il est à prendre avec des pincettes. Il y a surtout un coin qui est très intéressant, c'est la partie environnementale. Puisqu'en fait, le score qu'on va vous fournir va être un score qui va être sur la base. Mais le 3.1 est extrêmement intéressant quand on travaille sur la partie environnementale. Puisqu'en fait, c'est là aussi le but de cette présentation, c'est de recontextualiser la vulnérabilité. C'est-à-dire de ne pas forcément céder aux signaux alarmistes. Puisque, imaginons, moi je peux vous donner un exemple, on peut avoir une CVE qui va être notée 9.8, mais si votre parc d'actifs au niveau environnemental ne permet pas à l'équipement vulnérable d'être accédé facilement, est-ce qu'elle vaut un 9.8? Là est la question. Et donc, en fait, globalement, on va dire que c'est aussi la question que se sont posées un certain nombre de personnes, puisqu'ils sont arrivés avec le CVSS 4.0, qui celui-là peut faire peur, je vais être honnête, qui va intégrer un ensemble de, on va dire, de métriques supplémentaires, mais celle qui va nous intéresser essentiellement, c'est celle qui est dans le Threat Metric Group, c'est-à-dire l'exploit maturity, la maturité d'un exploit. Puisqu'en fait, ce qui va vraiment être déterminant, et c'est pour ça que je vais enchaîner sur un autre système de notation après, voire deux, on va dire, c'est véritablement la présence ou l'absence d'un exploit. Si je reviens sur Spectre et Meltdown, ce sont des vulnérabilités qui ont été classifiées comme extrêmement critiques. Mais quand vous regardez le rapport de vulnérabilité, il pouvait être quand même difficile de l'exploiter. Et donc, en fonction, on va dire, de l'actif concerné et de comment cet actif est exposé, et c'est pour ça que je reviendrai sur la partie cloud, cette vulnérabilité n'était peut-être pas, on va dire, il n'était pas obligé de remédier immédiatement. Parce que notamment, les remédiations, c'était quoi? Mise à jour du microcode du firmware et globalement, redémarrage de la machine. C'était souvent ça. Et on a aussi eu un espèce de, on va dire, d'échange de coûts entre, si je prends les systèmes Debian notamment,
d'échange de coûts entre Debian et les constructeurs, les constructeurs ne voulant pas forcément faire un patch et relançant la responsabilité sur Linux, quoi. Donc globalement, c'est pour ça que le CVSS 4.0 est intéressant à travers cette maturité d'exploit. Mais il y a aussi un autre système de notation qui va nous intéresser, que je pense vous connaissez tous, qui va être le PSS, l'Exploit Prediction Scoring System, donc compris entre 0 et 1, qui est un score et un percentile, et en fait qui va prendre en compte, et c'est ça qui va nous intéresser, les caractéristiques de la vulnérabilité, l'historique de l'exploitation, les renseignements sur les menaces, la disponibilité d'un exploit, la gravité intrinsèque de la vulnérabilité, le vecteur d'attaque et l'impact métier. Et ça, c'est un score qui est sorti récemment, on va dire, je pense, et globalement qui, je dirais, a permis de corréler avec le CVSS afin d'être capable, on va dire, de mettre en place une stratégie de remédiation efficace. C'est-à-dire de savoir prioriser les actifs sur lesquels il faut patcher ou remédier en priorité. Un exemple ici, où on voit à la fois donc le CVSS 3.1 et aussi le PSS, qui nous permet d'isoler tout en haut à droite un certain nombre de vulnérabilités. Donc en fait, les vulnérabilités que vous retrouvez, je crois que j'en ai de tête, c'est des vulnérabilités notamment sur Forti, sur Cisco, si mes souvenirs sont bons, puisqu'en fait, c'était notamment par rapport à l'exposition de ces équipements et du fait que on va dire, les exploits étaient visibles et utilisés notamment dès que vous avez exposé une interface web d'administration. Le problème, c'est qu'il était possible, alors normalement, il ne faut pas le faire, mais globalement, ça pouvait se retrouver chez certaines configurations, et donc il était facilement possible pour un attaquant, on va dire, d'exploiter cette vulnérabilité web pour avoir un accès sur l'équipement en question. Ensuite, il y a un dernier, je dirais, système de notation qui va être le CISAKEV, qui est un catalogue de vulnérabilités activement exploitées. L'intérêt, finalement, c'est d'informer sur les risques immédiats. C'est de lister de manière détaillée les vulnérabilités exploitées. C'est actualisé en continu et ça aide à la priorisation. Puisqu'en fait, l'intérêt aussi de même si l'actualité actuelle me laisse perplexe vis-à-vis de la continuité, on va dire, de cette source d'information, malheureusement. Je ne m'impliquerai pas sur la partie politique, mais on est tous conscients de ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis. Globalement, en fait, c'est quelque chose qui, quand même, est une excellente ressource afin de savoir ce qui est activement exploité par les groupes de menaces. Aussi, on a quand même à notre disposition un ensemble de briques logicielles. On va avoir tout ce qui va être scanner actif. Donc, on peut trouver du Nessus, du Trivi, du Qualys, du OpenVAS, et j'en passe. Comme dit, je ne suis pas là pour, on va dire, faire publicité d'éditeurs de logiciels. Je n'ai pas d'intérêt vis-à-vis de ça. Mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, en tant qu'expert sécurité, nous avons quand même un ensemble de briques logicielles qui sont mises à notre disposition et qui, en fait, nous permettent, on va dire, de gérer nos actifs. On va avoir les scanners passifs qui vont être plus dans l'analyse, on va dire, notamment de tout ce qui est trafic réseau, mais aussi des journaux d'événements. On peut avoir du Suricata, du Z, du POF, du Security Onion. On va avoir des logiciels de gestion de vulnérabilité. CyberWatch, Vicarious, Dependency Track, de l'OWASP, la gestion des SBOM, des Software Bill of Material, à travers la gestion de ces librairies tierce parties. Et on va aussi retrouver tout ce qui va être analyseur de code. Des analyseurs de code, donc là j'ai mis quelques exemples, mais aussi des analyseurs de code ou des détections de secrets. Ça notamment, vous aurez une présentation cet après-midi, si mes souvenirs sont bons, au niveau du planning. Donc en fait, aujourd'hui, on a quand même un écosystème logiciel qui est extrêmement fourni, open source ou commercial, d'accord, puisqu'il en existe certains qui sont open source. Et donc cet écosystème va nous permettre, on va dire, de gérer, de planifier nos vulnérabilités, et notamment leur remédiation. Mais un autre élément qu'on sous-estime, et j'y reviendrai notamment sur la partie réglementation, c'est aussi la veille de menace. C'est-à-dire que la veille de menace, elle participe aussi à l'écosystème de gestion de vulnérabilité. Pourquoi ? Tout simplement, aujourd'hui, comme je vous me présentais, je travaille chez Alcatel. Donc nous sommes dans les télécommunications. Donc nous allons être soumis, à travers nos équipements téléphoniques, à tout ce qui est groupe de menaces tendant à exploiter les systèmes téléphoniques. Pas forcément, alors je dis bien, on est aussi exposé à tout ce qui est ransomware,
Mais on n'est pas exposé uniquement à ça. On est exposé notamment à tout ce qui est groupe, et j'ai un ou deux slides après pour revenir dessus, qui vont exploiter nos systèmes téléphoniques ou les systèmes téléphoniques de nos clients pour générer du revenu, pour s'autofinancer. Donc c'est pour ça que la veille de menace, elle est extrêmement intéressante, que ce soit en termes d'indices de compromission, de groupes d'attaquants ou de stratégie d'attaque. Puisqu'elle va permettre une détection précoce, une priorisation des actions, une connaissance des tactiques, donc forcément des indices de compromission. Ça permet de réduire les risques, d'améliorer ses capacités de défense, mais aussi l'intérêt de travailler dans son secteur, c'est de collaborer et de partager les informations. Puisqu'aujourd'hui, en tant qu'experts, ce qui est important pour nous tous, c'est de partager toutes nos informations. C'est ce qui fait qu'on réussira à se protéger des attaques. Et donc, finalement, je vais vous parler d'une solution UCAS. Donc, nous avons une solution qui s'appelle Rainbow. Alors, on va dire, comme on va dire, nos vendeurs aiment à le désigner un Teams à la française. Voilà, c'était pour la petit effet pub. Qui globalement donc, va nous permettre une solution qui va permettre d'échanger, que ce soit des messages instantanés, des fichiers, de collaborer, mais aussi de faire des conférences, des webinaires, tout ce qu'on veut. Et globalement, cette solution, elle existe à la fois, on va dire, sur PC, en tant que client web, en tant que client mobile, ou même sur des postes téléphoniques haut de gamme d'Alcatel, précisément. Et donc, quel est le challenge derrière ça? Le premier, c'est ça. C'est que déjà, cette solution, elle regroupe une masse de technologies, open source ou non. C'est-à-dire que cette masse de technologies, ça nous oblige à suivre les vulnérabilités sur toutes ces technologies. Ça, c'est extrêmement essentiel. On ne peut pas se dire, je m'arrête à juste faire un test d'intrusion sur l'interface web. Non, ça ne suffit pas. Et on viendra par la suite à expliquer pourquoi ça ne suffit pas. Donc en fait, toutes ces technologies vont devoir nous impliquer, on va dire, un process de gestion de vulnérabilité. Mais on n'a pas que les technologies. On a aussi l'infrastructure. On est présent globalement dans le monde entier. Donc, ce qui veut dire qu'on est censé gérer tous ces serveurs, toutes ces technologies sur environ, alors là, je le dis à vue d'œil, une dizaine de plaques, une dizaine de data centers. Donc, ce qui veut dire qu'on parle d'environ 300 à 400 serveurs, toutes technologies confondues. Donc, ce qui veut dire que si une vulnérabilité critique se présente sur une des technologies que j'ai présentées précédemment, on peut être amené à devoir, en pleine journée, mettre à jour 300 ou 400 serveurs. Ensuite, en termes de menaces, qu'est-ce qu'on rencontre essentiellement? Je dirais le grand classique, déni de service, distribué ou non. Voilà. Phishing, et je peux y revenir. Phishing, pas forcément des employés, ça peut être phishing au travers de notre solution, puisque comme vous le savez, notamment Teams a eu un article récemment sur le fait qu'il y avait des employés qui se faisaient passer pour des employés du support pour contacter, on va dire, des personnes d'organisation afin de faire du phishing. Donc nous avons aussi eu ce genre de cas d'utilisation. On va avoir tout ce qui va être attaque par notre chaîne d'approvisionnement, le grand classique. Ça, c'est pareil, hein, on a aussi eu un cas notamment vis-à-vis d'un sous-traitant, ça nous est arrivé. Et enfin, on va avoir toute la partie qui va être ransomware, classique, hein, voilà, je ne vais pas revenir dessus. Et donc forcément, on va aussi avoir, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui va être attaque ou groupe d'attaquants qui vont être liés essentiellement à tout ce qui va être piratage des systèmes de télécommunication afin de générer du revenu. Donc on retrouve notamment dans les grands groupes qui nous ont, qui sont dans nos, je dirais, dans nos radars, Lockbit, Black Cat, APT29 qui est en Russie, APT42 en Iran et le groupe Lazarus. Sachant que récemment, j'ai dû investiguer un incident que je suspecte, là il faut que je continue certaines investigations, que je suspecte être de l'APT42. C'est-à-dire que j'ai retrouvé des marqueurs qui laissaient présumer qu'APT42 avait publié des guides afin d'utiliser notre solution pour des cas de phishing, pour transmettre des campagnes de phishing. Et le vendait d'ailleurs librement dans un environnement un peu insécure. Donc voilà. Mais quel est le problème du cloud? Le problème du cloud, en fait, et ça je pense qu'on l'a dit précédemment, c'est la donnée cliente.
Notamment nous, étant une solution de communication unifiée, nous allons avoir ou devoir gérer un ensemble de données clients. On parle de messages instantanés, de fichiers, on va dire de conversations qui peuvent être des conversations de comité exécutif. Voilà. Donc globalement, le véritable problème de notre solution, c'est la donnée, en termes de confidentialité. C'est-à-dire, bien évidemment, tout ce qui va être vol de données, accès non autorisé que ce soit au niveau de la solution applicative ou des gens administrant la solution. Il faut bien différencier les deux, hein. C'est deux choses différentes. L'espionnage et tout ce qui va être altération ou manipulation des données, qui forcément altère la confidentialité. Je veux dire, imaginons que vous avez un document qui se classifie en tant que confidentiel, quelqu'un le change, altère sa classification, nous sommes dans l'altération et la manipulation et rupture de confidentialité. On va avoir aussi tout ce qui va être intégrité, l'altération des données, l'injection de code malveillant, et notamment nous, à travers une solution web, comme pour Teams, on est soumis aux mêmes problématiques, on va dire des fichiers vectoriels ou des fichiers GIF ou des emojis, entre guillemets, qu'on aime tous, mais qui finalement peuvent être aussi un grand vecteur d'attaque vis-à-vis de ces solutions. On va avoir la manipulation des transactions. Alors là, c'est un cas particulier. Là, je garde dans le problème du cloud. Nous, on n'a pas ça. Ce sera plus vers les solutions, on va dire, cloud qui sont orientées PCI DSS, notamment avec la manipulation des transactions financières. D'accord ? Les solutions qui vont être plus liées à un domaine bancaire. Et la falsification des journaux. Donc ça peut être sur les serveurs. On va avoir aussi tout ce qui va être disponibilité, interruption de service, destruction, ransomware ou même défaillance des systèmes. Donc en fait, le véritable problème d'une solution telle qu'une solution UCaaS, ça va être la donnée du client. Ça, c'est le vrai problème. On doit assurer, entre guillemets, des niveaux de service qui vont à 99,99%. Ce qui de tête représente, si mes souvenirs sont bons, entre 20 et 40 minutes d'interruption par mois. Ensuite, on a aussi un autre problème. C'est celui qui va arriver avec les réglementations. C'est ce qu'on va appeler les niveaux de service des vulnérabilités. C'est-à-dire, on va commencer par l'accord sur le niveau de service, ou SLA. C'est-à-dire, c'est le niveau attendu par le client et ce sont des engagements contractuels. Et on reçoit beaucoup de ces demandes qui vont impliquer un temps de réponse initial, mais aussi, on va dire, des engagements par rapport au temps d'application des correctifs critiques. Là, il faut faire extrêmement attention quand vous avez une solution cloud sur l'accord sur le niveau de service. Si vous avez quelqu'un qui vous demande, par exemple, que pour une CVSS estimée à 7, selon le score CVSS 3.1, sans prendre en compte l'environnemental, vous devez patcher de manière dans les 2 heures, ça veut dire que le client peut vous dire « Ah, c'est pas normal que c'est pas patché ». Il faut faire extrêmement attention à ça. Et j'ai eu des cas, malheureusement, où on nous a réclamé ce genre de choses. Vous allez aussi avoir les objectifs sur le niveau de service, c'est-à-dire des objectifs spécifiques et mesurables, qui définissent des objectifs clairs et qui vont comprendre notamment tout ce qui est temps de résolution des incidents critiques et taux de succès des correctifs appliqués. Et enfin, vous allez avoir des indicateurs métriques quantifiables qui vont permettre d'améliorer, d'auditer les performances et qui vont représenter le temps moyen de résolution des incidents et le pourcentage des systèmes vulnérables. Globalement, en fait, auparavant, je vous présentais la donnée. Derrière la donnée, on a les mêmes métriques, en fait. C'est-à-dire, l'accord sur le niveau de service, c'est la disponibilité à 99,99%. L'objectif, c'est la même chose, mais sur la donnée. Mais on a maintenant quelque chose qui rentre de plus en plus en compte dans les solutions cloud, c'est les niveaux de service des vulnérabilités. Puisque forcément, on a dit tout à l'heure que le cloud, on met ces données à l'extérieur. Donc forcément, les clients externalisent, on va dire, en quelque sorte, une partie de leur système d'information, même si c'est une messagerie. Donc en fait, ils vont exiger de nous des accords, des niveaux de service sur les vulnérabilités. Mais il n'y a pas que. On va aussi avoir un problème sur la réglementation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, durant ces prochaines années, ou depuis déjà 2023, on a eu notamment la promulgation de la loi de programmation militaire 2024-2030, le nouveau référentiel SecNumCloud 3.2, l'entrée en vigueur de NIS 2, la mise en application de DORA, notamment pour le secteur bancaire,
et la mise en application du CRA en 2026, du Cyber Resilience Act. Globalement, qu'est-ce que ça implique? Dans la LPM, il y a l'article 66 qui va notamment parler d'obligation de notification à l'ANSSI pour les éditeurs de logiciels des vulnérabilités significatives. D'ailleurs, le mot significatif a fait couler beaucoup d'encre durant ces discussions, puisqu'en fait, il a été très difficile de le classifier. Et comment vous faites si vous avez des clients qui travaillent dans le domaine, justement, qui sont soumis à la LPM? Donc aujourd'hui, l'ANSSI a fait une recommandation qui était de se baser sur le score CVSS, mais globalement, on reste toujours que signifie significatif. SecNumCloud 3.2, pas de grande révolution, on va dire, mais vous avez quand même l'article 12.11 qui va parler d'obligation de processus de gestion de vulnérabilité. Processus de veille, de gestion, de correction, de remédiation. NIS 2, je ne vais pas forcément revenir dessus. Je pense que ça a fait couler beaucoup d'encre, même si c'est encore un peu obscur. Mais pour moi, NIS 2, c'est l'ensemble du document. La transposition, oui, je l'ai vu avec les objectifs de sécurité. Ah oui, d'accord. Donc celui-là, on va revenir. De toute façon, pour moi, tout ce qui est dans NIS 2 correspond à la vulnérabilité de manière globale. Même la transposition de l'ANSSI avec les objectifs de sécurité, notamment avec la sécurité physique, pour moi, fait partie aussi des vulnérabilités. DORA, où là, par contre, on va rentrer plus dans le secteur financier, bancaire, assurance, etc., dans lequel vous allez avoir le principe de détection préventive des faiblesses. Mais il y a aussi un autre article qui est assez intéressant pour les éditeurs de produits qu'on appelle des produits d'IT. C'est-à-dire, vous avez aussi ce qu'on appelle le Threat-Led Penetration Testing, c'est-à-dire le test d'intrusion en se basant sur la menace qui pourrait affecter un établissement bancaire. Encore un truc particulier qui fait que votre solution cloud, vous devez savoir gérer les vulnérabilités. Si vous vendez à on va dire, si vous rentrez dans le contexte DORA ou qu'on vous exige DORA, même si Marc-Antoine Ledieu a publié un article récemment, je dirais, sur l'histoire de DORA, et comme quoi on ne peut pas vous exiger forcément en tant que fournisseur certaines choses, si on vous le demande et que vous devez respecter ça, ça implique quand même un ensemble de moyens qui est extrêmement important. Et enfin, vous allez avoir tout ce qui va être CRA, Cyber Resilience Act, où forcément, c'est la gestion des vulnérabilités tout le long du cycle de vie d'un produit. Là, je ne l'ai pas résumé comme sur le slide, mais moi, je le résume comme ça, on va dire, qui a fait trembler aussi un peu l'open source, puisque l'open source avait beaucoup peur que le Cyber Resilience Act les impacte fortement. Donc tout ça, ça nous amène, on va dire, à devoir définir un process de vulnérabilité qui doit prendre en compte tous ces facteurs, précisément. Et là, pour illustrer, on va dire, le process de vulnérabilité que nous avons mis en place, je vais rentrer dans le retour d'expérience. Premier retour d'expérience. Nous avons une fonctionnalité qui permet d'afficher des miniatures de PDF, d'images, ce que vous voulez. Alors, ça fait plaisir à tout le monde, sauf qu'un jour, on a un chercheur en cybersécurité allemand qui nous envoie un mail qui dit « Bonjour messieurs de la sécurité, votre solution est vulnérable, je suis capable d'exécuter une commande sur le serveur. » Ah. OK. Donc, branle-bas de combat, on va dire. Et donc, ce qui fait que le 14 septembre, en fait, on se rend compte que la vulnérabilité est réelle, exploitable. Pourtant, c'est un composant logiciel anodin en soi. Mais globalement, vous êtes capable d'exécuter une commande sur le serveur. Et on n'a pas de remédiation. Qu'est-ce qui se passe? C'est simple. On coupe la fonctionnalité. On est obligé. On est obligé de dégrader le niveau de fonctionnalité de notre solution. Donc, ce qui veut dire qu'en l'espace de 24-48 heures, on a dû dégrader le niveau de fonctionnalité de notre solution sur cette partie-là, qui est anodine. Hein. Mais je ne vous cache pas qu'on a eu quand même beaucoup de tickets clients. Je ne plaisante pas. On en a eu à peu près une dizaine, 24 heures après avoir coupé la fonctionnalité. Et malgré qu'on ait fait une communication officielle, en précisant qu'il y avait quand même une exploitation véridique, démontrée, et sachant que l'après-midi, moi-même, en reproduisant l'exploitation,
j'avais réussi à complètement faire cracher notre environnement de pré-production. Donc voilà. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, pas de CVE, rien du tout. Pas de CVE avéré par le NVD, rien du tout. Et en fait, la CVE, elle se retrouve que, pratiquement, si vous voyez bien, 6 jours après. Donc on s'est dit, ben, heureusement qu'on a quand même coupé la fonctionnalité, parce que si ça s'était su ou si la personne avait des intentions malveillantes, ben, finalement, une simple fonctionnalité comme ça aurait pu nous amener, que ce soit, on va dire, des connexions à distance, du ransomware, enfin bref, tout était possible. Voilà, je vais le dire sincèrement, tout était possible. Et en plus de ça, il n'y avait aucun correctif au niveau du système d'exploitation. Puisqu'en fait, le problème de cette librairie, c'est que, et là, ce n'est pas pour critiquer, hein, c'est vrai, il y a quand même un peu d'obscurité derrière et il y a quand même beaucoup de CVE qui sont reliés à ça. Dans les derniers mois, c'était aussi pire qu'un Cisco ou qu'un Forti. Hein, mais pas que Ivanti. Il faudrait que je refasse les statistiques. Et donc, en fait, bah, finalement, on a réussi à appliquer un vrai correctif et à réactiver la fonctionnalité que le 30 septembre. Ce qui veut dire que pendant 18 jours, on a dû couper. Pour enfin clôturer l'incident le 2 octobre, avec le rapport officiel à nos clients expliquant que malheureusement, il n'y avait pas de correctif officiel, etc. etc., etc. Là, c'était indépendant de nous, hein, c'était vraiment une librairie logicielle. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, comme vous le voyez, une vulnérabilité qui n'a pas de CVE, il ne faut pas la prendre à la légère. Tout report de vulnérabilité par quelqu'un qui, on va dire, amène une contribution, il faut le prendre au sérieux. Il faut étudier. Parce qu'après, il y en a une autre que j'aime bien, qui est passée justement dans nos limites sécu, et j'ai adoré l'épisode, c'est pas pour faire de la pub, mais j'ai beaucoup aimé l'épisode justement sur cette vulnérabilité-là, qui était régression sur SSH. L'épisode est assez intéressant parce qu'à un moment donné, donc effectivement, j'ai reçu l'alerte pareil. Nous n'avions aucun actif exposé en termes SSH, donc ce qui veut dire qu'on a retardé le plan de remédiation, puisqu'en soi, on avait déjà, on va dire, un ensemble de connexions VPN nominatif plus certificat SSH plus un certain nombre de mesures qui font qu'on s'est dit on peut se permettre d'attendre un peu. On a juste appliqué le correctif aux actifs critiques qui étaient vraiment exposés. Mais après, ce qui était marrant, c'était surtout de voir le 8 juillet les faux scripts d'exploitation. C'est-à-dire, beaucoup de gens ont téléchargé des scripts d'exploitation qui finalement contenaient une charge virale. Mais voilà, mais ce n'est pas un reproche, hein, c'est compréhensible. On cherche à retrouver le script d'exploitation. Mais la problématique, c'est qu'en fait, les pirates le savent. Donc c'est aussi un autre vecteur, on va dire, d'attaque ou d'intrusion en quelque sorte. Donc ce qui fait qu'on a été extrêmement prudent. On a plutôt privilégié, malgré que la CVE ait été quand même notée assez sévèrement, hein, si on s'en rappelle bien, on a privilégié de plutôt recenser nos actifs, de voir ce qui était réellement à risque, de surveiller ce qui était moyennement à risque et de patcher au fil de l'eau. Et donc, ça nous a permis finalement, donc là, vous voyez un process un peu plus long, mais qui nous a permis d'avoir un bulletin de sécurité au niveau du 16 juillet en expliquant qu'on n'était pas vulnérable. Et une que j'aime bien, GitLab. Alors, si mes souvenirs sont bons, ouais, la CVE 2023-70-28, qui était la réinitialisation du mot de passe en ajoutant une adresse email secondaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de celle-là. Celle-là m'a fait des sueurs froides, puisqu'en fait, nous avions un GitLab exposé. Et ce qui se passe, c'est qu'il était possible de réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur en ajoutant une adresse secondaire. Et je me rappelle que la vulnérabilité est sortie le vendredi à midi, si mes souvenirs sont bons. Le vendredi soir à 22 h, il y avait déjà des traces d'exploitation chez nous. Alors, ils ne sont pas rentrés. Mais on a dû, entre guillemets, isoler le serveur, couper les devs. Donc pendant plusieurs jours, on a complètement handicapé les développeurs. On a dit non, les gars, on ne plaisante pas. Vulnérabilité exploitable, sous-traitant, machin, on ne se pose pas de questions. Je suis désolé, c'est no go. On a commencé à redémarrer que le 15 janvier. On a fait un audit complet, justement pour vérifier que la configuration était quand même assez correcte. Et au 18 janvier, on a réussi à mettre à jour de manière sécurisée vers une instance qui avait le correctif final, mais tout en faisant en sorte que l'instance ne soit pas exposée pendant la mise à jour. Puisqu'on s'est dit, attention, ils peuvent très bien venir pendant la mise à jour. Alors, celle-là, c'est un peu particulier. Pourquoi je la cite?
Elle n'a rien à voir avec notre solution cloud, contrairement à Régression ou à GhostScript. Mais en fait, ça veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes fournisseur d'une solution cloud que vous devez oublier vos autres actifs. Vos actifs qui permettent de gérer le code source, vos actifs qui permettent de gérer les tickets clients, vos actifs qui permettent même de la paye ou ce que vous voulez. Un simple point d'entrée comme GitLab, c'est un moyen de mettre votre solution cloud complètement en vrac. Parce que s'ils étaient rentrés, on se retrouve, on va dire, dans un contexte d'un autre éditeur de télécommunications, chaîne d'approvisionnement, charge virale injectée au niveau de la production des binaires applicatifs. Donc c'est pour ça. Ce dernier rétex, je dirais qu'il est aussi important parce qu'il est pour dire qu'il ne faut pas sous-estimer les actifs qu'on peut avoir à notre disposition. Et donc finalement, parce que là j'ai été assez loquace sur beaucoup de choses, comment on fait face à tout ça? En fait, déjà, on commence par une politique de gestion de vulnérabilité qui fait partie intégrante de la politique de sécurité des systèmes d'information. Première chose. Et associée aussi à la cartographie des actifs. On a beau le dire, mais la cartographie des actifs, et notamment on pourrait revenir sur tout ce qui est Shadow IT ou ce genre de choses, c'est extrêmement important. On prévoit aussi déjà les moyens de notification aux clients. Comment va-t-on communiquer aux clients? Quelle est la chaîne de communication? Quelles sont les personnes autorisées à communiquer aux clients? Quel est le message qu'on va transmettre? Parce que j'ai eu des cas où si on ne gère pas cette chaîne de communication correctement, le client, il part. Sine qua non, le lendemain, il a déjà rendu. Et il faut prendre en compte tous les indicateurs de notre solution en nuage. L'accord sur le niveau de service, l'objectif de niveau de service et les indicateurs de niveau de service. La politique de gestion de vulnérabilité doit prendre en compte ça, au plus tôt dans votre système d'information. Il faut aussi s'équiper en conséquence. Il faut connaître ses capacités financières, matérielles et humaines. Financières, je l'entends parce que je sais que des fois, la sécurité n'est pas forcément le nerf de la guerre de toutes les entreprises et notamment des comités exécutifs. Des fois, il est difficile de pouvoir communiquer avec son comité exécutif pour qu'il prenne en compte tout ça. Matériel, parce qu'il faut avoir bien évidemment tout ce qui est éditeur de logiciels, etc. Mais surtout aussi humaine. Tout ce qui est hard skill ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, il faut aussi avoir des gens qui sont capables de comprendre la contextualisation de la vulnérabilité. Il ne faut pas des gens qui, dès qu'ils voient une CVE, allez les gars, je lance un script sur la prod à 15h de l'après-midi et je plante tout. Parce que ça, je l'ai vu. Je l'ai vraiment vu de mes yeux. Notamment sur Spectre et Meltdown, justement. Et aussi parce que quand ce genre de vulnérabilité arrive le vendredi, pensez aussi aux équipes qui vont travailler le week-end. Parce que ces gens ont aussi besoin de repos après, légalement et humainement parlant. Choisir les logiciels adaptés aux produits, aux technologies utilisées. Je ne suis pas là pour vendre de solutions, je n'ai pas de solution de sécurité. Il en existe un certain nombre, open source ou non. Et il est important véritablement de choisir les logiciels adaptés. Il ne faut pas aller à la surenchère d'outils. Parce que c'est joli de faire, d'avoir, oui, je sais pas, j'ai du Nessus, j'ai des agents Nessus, j'ai des trucs. Oui, enfin bon, si on ne traite pas les rapports de résultats ou s'ils n'analysent pas correctement, ça ne sert strictement à rien. Et ça amène à mon quatrième point, qui est un centre d'opération de vulnérabilité simple. C'est un centre d'opération de vulnérabilité efficace. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut simplifier au maximum le processus. Alors celui-là, il peut faire sourire, ça dépend, je ne sais pas. Moi, je l'aime bien, mais je ne le fais pas assez encore aujourd'hui, c'est pratiquer des exercices de mise en condition. Vous savez, on parle de sécurité incendie, de plan blanc dans les hôpitaux, ce genre de choses. C'est aussi important sur la gestion de vulnérabilité, en fait. On parle souvent de PRA, de PCA dans l'ISO 27001 ou même dans d'autres questionnaires de sécurité que peuvent nous fournir nos clients, mais pratiquer des exercices de mise en condition de vulnérabilité, de correction de vulnérabilité, justement, c'est extrêmement important. Ça coûte cher, je ne dis pas le contraire, ça coûte du temps. Voilà, c'est vrai. Mais c'est bénéfique pour les équipes. Plus une équipe est sensibilisée, on va dire, à un exercice de vulnérabilité, plus elle sera à même
de savoir le gérer. Alors, pour la petite histoire, comment je m'en suis rendu compte? Justement, quand je vous parlais du groupe APT42, un week-end, ils ont été obligés de m'appeler. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais, entre guillemets, failli un petit peu à ma mission, que je n'avais pas fait assez d'exercices. Parce qu'ils ne savaient pas remédier à la vulnérabilité sur une tentative de phishing. Revoir les procédures de remédiation, aussi pour limiter les impacts et accélérer le résultat final. Puisqu'en fait, c'est aussi le principe des exercices, c'est de revoir ces politiques, en fait. C'est d'être capable de revoir ces politiques et de les mettre à jour. Et bien évidemment, dans de tels exercices, c'est aussi de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne. Je transpire déjà à l'idée de prononcer le mot, mais c'est aussi de sensibiliser le comité exécutif. Parce que je veux dire, un comité exécutif qui va vous dire ne sois pas alarmiste envers un client, oui, mais le risque, il est là. Le client, il n'est pas dupe. Le client, il sait qu'il y a un risque. S'il nous contacte, c'est qu'il sait. Et ça, c'est important de sensibiliser tous les maillons de la chaîne, pas uniquement les opérationnels techniques. Et enfin, je dirais, ce qui est aussi important, c'est de pratiquer une veille réglementaire. Et là, on pense à Nice 2, tous, complètement, puisque ça c'est arrivé. Il y a déjà très très longtemps que les discussions ont été entamées, mais c'est extrêmement important de surveiller tout ce qui se publie en termes de réglementation qui impacte une organisation. Je dis bien qui impacte. Si vous travaillez uniquement si vous êtes éditeur de logiciels cloud, mais que vous travaillez uniquement avec un secteur, vous n'êtes pas obligé d'aller regarder tous les secteurs. Travaillez uniquement sur le secteur qui vous concerne. Mais c'est important. Je veux dire, nous qui travaillons notamment à travers notre solution avec des clients du gouvernement, des clients maritimes, des clients aux États-Unis, en fait, on est impacté par un ensemble de lois, en fait, ou de réglementations. Ça permet aussi d'anticiper des changements majeurs dans la politique de gestion des vulnérabilités. On va dire que ça permet de revoir ces indicateurs aussi, avant l'entrée en vigueur des lois. Ça aussi, c'est extrêmement important. La mise à jour contractuelle, il ne faut pas la prendre à la légère. Et finalement, je dirais que le dernier mot, c'est la proactivité, c'est la clé pour ne pas se laisser dépasser. Et encore plus, on va dire dans des solutions cloud, que ce soit UCaaS, SaaS, tout ce que vous voulez, c'est extrêmement important d'être proactif sur la vulnérabilité. On va dire qu'un système d'information standard, je pense que pour la plupart qui ont des systèmes d'information dans leurs entreprises, c'est déjà extrêmement bien sécurisé. Mais quand on est avec une solution cloud, on considère qu'il y a déjà une surexposition. Et donc cette surexposition vous amène un vecteur d'attaque, on va dire une surface d'attaque étendue et un vecteur d'entrée supplémentaire. Donc c'est pour ça. Être proactif, c'est véritablement la clé. Et j'en ai fini, en espérant avoir rattrapé à peu près